Et restez bien jusqu'au bout, puisqu'après, vous pouvez tenter votre chance pour gagner cette merveilleuse pop de Lara Croft. La voix et la musique de l'âme, bienvenue dans Rencontre avec une voix. Vous l'avez certainement déjà entendu de nombreuses fois dans de nombreux dessins animés tels que Tom et Jerry ou la Justice League. Je parle bien sûr de Michel Vignier. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Vous en êtes un autre. Et tu es la voix de Sauron dans Seigneur des Anneaux, et ça, certaines personnes viennent t'acclamer sur les réseaux. Regarde, constituez-moi une armée digne du Mordor. Vigile. Agis. Oui, c'est vrai. Je pensais que cette partie du métier était vraiment dans l'ombre. Et en arrivant sur Facebook, je me suis aperçu que pas du tout. Ça, maintenant, parler de fans, c'est quand même un peu exagéré, mais beaucoup de personnes s'intéressent à la version française. Et je trouve ça très bien, parce que c'est pas un métier facile non plus. Et donc, est-ce que tu peux me raconter ton parcours? J'étais un élève assez dissipé, donc j'ai fait 2 troisièmes. J'avais une prof de français qui s'appelait Madame Le Fur, qui était une emmerdeuse finie, je la détestais. Mais, comme j'étais moi aussi un emmerdeur, elle s'est dit que pour me calmer, il faudrait peut-être me faire jouer la comédie. Et elle m'a donné un truc, un excité fini, qui est Floche, dans Le commissaire et bon enfant de Courteline. Et j'ai répété ce truc-là, je l'ai joué, et ça m'a plu. Et je me suis dit, je veux être acteur. Et puis quelques années plus tard, les acteurs, c'est un peu difficile. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, donc je vais faire autre chose. Et puis j'ai essayé les études et c'est pas mon truc. J'ai passé mon bac, je suis allé en Hippocagne, je suis resté une semaine. Après je suis allé en fac à Créteil, je suis resté un mois. Un mois où j'ai passé mon temps à chercher l'amphi dans lequel il y avait le cours, et quand je trouvais le cours était fini. Donc je me suis vraiment dit que c'était pas pour moi. J'ai pris des cours informatiques et puis j'ai commencé à faire du théâtre. Et puis en 85, le doublage est arrivé. Et donc, quel souvenir tu as de ta première séance de doublage que tu as fait? Assez catastrophique. Enfin non, la première pas vraiment. À Lille, je jouais un spectacle de Commedia dell'arte et j'étais tellement pris dedans que finalement j'étais obligé de revenir sur Paris pour enregistrer avec Perrette Pradier. Oui. Enfin, c'était ma partenaire dans cette série. Perrette était absolument adorable et ça, c'était très rapide. J'avais un tout petit rôle, je faisais mon truc et je repartais jouer à Lille. Mais la deuxième série brésilienne aussi, d'ailleurs, que j'ai faite, qui s'appelait Virginia, là, je me suis pas senti vraiment à l'aise. J'ai eu beaucoup de mal. Heureusement, il y avait Céline Monsarrat qui était ma partenaire aussi. Et Céline, pareil, m'a beaucoup aidé. Et Denis Boileau, le directeur artistique, m'a aidé énormément aussi. Et finalement, c'est un bon souvenir. C'est quand même une facette du métier qu'il faut appréhender. Et la prise sur le tas. Et Céline Monsarrat que tu as notamment retrouvée dans Un jour et des vies aussi. Ouais, heureusement qu'elle était là, elle et Véronique Augereau. C'était admirablement dirigé par Patrick Osmond et Hervé Bellon. Heureusement qu'ils étaient là aussi. Finalement, on en a fait quelque chose de très amusant et on y allait avec plaisir. Mais sinon, la série en elle-même... C'est une copie en quelque sorte des Feux de l'amour. Oh non, c'est plus drôle quand même. Plus drôle. Oui, ils osent des trucs. Oui. Mon personnage coincé dans un sous-marin avec des hublots, avec des bulles qui montent. Et tout le sous-marin était tendu de velours rouge. Il y avait un lit à baldaquin au milieu. Il y a quand même des trucs assez marrants. Heureusement. Après, tu as fait de nombreuses séries. Tu as été dans Scorpion, tu as été dans Les Experts. Je crois que tu as un bon souvenir du doublage de la série Scorpion d'ailleurs. Oui, c'était... on a fait ça à l'ancienne. C'était très très marrant, très bien dirigé, très bien distribué, on s'éclatait, c'était très drôle. Tu as fait pas mal aussi, notamment l'une des premières versions de Superman, le dessin animé. Non, pas première version, je sais pas, mais on a fait une version qui a été très critiquée sur Facebook, ouais. Avec l'assentiment de Warner, je crois, c'était à l'époque, de la boîte de doublage, de tout le monde. On a fait quelque chose. On les a ridiculisés, les personnages. Et ça, beaucoup de fans de Batman et Superman nous en veulent énormément. Mais je m'en fous, on a vraiment rigolé, c'était très très drôle. Après, plus récemment, on te connaît dans une série de super-héros sur Disney+, What If. Je suis le gardien. J'observe tout ce qui transpire de la réalité. Mais je n'ai pas le droit
d'intervenir. Tout ce qui est série d'animation sur les super-héros, tu t'amuses bien en général? Ça dépend de l'équipe qui est là, ça dépend de tout un tas de choses. C'est pas mon univers, ce truc. Ouais. Alors, quand il y a des choses à jouer, oui, c'est intéressant comme tout le reste. Moi, j'aime bien jouer la comédie. Donc, voilà. La première série que j'ai faite, qui s'appelait Un flic dans la mafia dans les années 85-86, c'était extraordinaire. Ken Hall, qui est pourtant pas l'acteur du siècle, était vachement bien dedans. Il était le personnage. Et puis il y avait autour tous les gens qui sont devenus les plus grands acteurs d'Hollywood dans les années qui ont suivi. Le doublage était absolument parfait. Ça, par exemple, c'est un de mes plus grands souvenirs. Après, si je dois citer aussi un dessin animé culte qui dure depuis de nombreuses années, c'est Tom et Jerry. Tu interprètes de nombreux personnages, principalement Spike, le chien. Ça, c'est une série que tu prends plaisir à jouer, malgré les nombreuses années que ça dure. Oui, c'est marrant parce que retrouver des animaux rigolos, c'est assez amusant, ouais, bien sûr. Et malgré, du coup, avec les circonstances du Covid, le fait que maintenant vous vous retrouviez tout seul à la barre, est-ce que ça t'attriste un peu? Bah oui. Ça, on s'ennuie beaucoup. Enfin, moi, je m'ennuie beaucoup. Mes amis me manquent, l'ambiance sur le plateau me manque. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins amusant que ça a pu l'être. La période qu'on a connue que moi j'ai connue entre 84, quand j'ai commencé le doublage, et disons le milieu des années 2000, c'est fini. C'était autre chose, on s'amusait. On a doublé dans de gros blockbusters, films d'animation, films d'action, comme Alien, notamment. Alien, j'en ai fait 2. Alien et Alien Resurrection. Alien 4, enfin 4, je crois. C'est ça. Avec Jean-Pierre Jeunet, qui est un mec adorable. C'est bien éclaté. Est-ce que, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce qu'avant vous aviez plus de liberté sur le doublage que maintenant, justement, où ça doit s'enchaîner? C'est-à-dire qu'on était une équipe et il y avait plusieurs avis, plusieurs propositions. Je fais un dessin animé avec William Corrin depuis avant le Covid, qui s'appelle Désenchanté. Et c'est vrai que quand on est 4 ou 5 sur le plateau, on entend les réactions des copains derrière déjà. Et un jour, il a décidé de réunir toute la troupe, donc tout le monde s'est libéré. On a fait un épisode dans la journée quand même, parce que ça déconnait partout, c'était drôle. Alors je sais pas si cet épisode-là est meilleur que les autres, mais je sais que nous, on s'est beaucoup plus marré qu'avant, que maintenant. De plaisir que sur les autres séances. Et je crois que quand on prend du plaisir, nous, à enregistrer quelque chose, j'ai confusément l'impression que ça s'entend après, ça se ressent quand les gens l'écoutent. L'un des rôles principaux, c'est John Travolta, Vincent dans Pulp Fiction. Vous avez dû prendre plaisir tous ensemble à doubler le film, ça a dû être une éclate. J'ai vu un épisode d'une série une fois à la télé. Un flic racontait qu'un jour, il s'était retrouvé face à face avec un mec armé dans un couloir. Ils étaient seuls, il lui a vidé son flingue dessus, tout un chargeur, et il l'a loupé. Et voilà, il n'y a qu'un seul type et il le rate. Difficile à croire. Ça arrive, c'est bizarre, mais... Si tu veux pas voir, tu peux jouer les aveugles et rejoindre les brebis, mais moi j'ai les yeux grands ouverts et merde. Alors, on a été beaucoup à deux avec Thierry. Les autres avaient des petites scènes, donc il y a William qui est venu, après j'ai eu des scènes aussi avec Poivet. Mais c'est vrai qu'on a essentiellement travaillé tous les deux. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur le regretté Patrick Poivet quand tu as travaillé avec lui? J'en aurais tellement. Il buvait beaucoup, comme moi à l'époque. Et on a enregistré ensemble, je sais plus quoi. Et puis, à un moment, on était tous les deux au micro, on s'est regardé. Je voulais voir la gueule qu'il avait, il voulait voir la gueule que j'avais. On est allé boire un coup après chez Michel, en face des films du Rond-Point. Et on savait qu'on se quitterait plus. Et place à la question de l'internaute. Donc, on regarde tout de suite la question de Lucie. Et on se retrouve juste après. Bonjour Michel, je m'appelle Lucie. Et je voudrais savoir comment vous modulez votre voix en fonction des personnages que vous doublez. Merci. Je ne sais pas ce que ça veut dire moduler. Pour moi, ça n'a pas en plus, j'ai une voix moi, que j'ai du mal à trafiquer, sauf dans quelques dessins animés, et encore de moins en moins, parce que entre la cigarette, le Covid qui m'a fait manquer de souffle, et quelques petits emmerdements de polypes sur les cordes vocales, j'ai beaucoup moins d'aigus qu'avant, presque plus. Dans les dessins animés, on fait un peu ce qu'on veut. Dans les films, le personnage
appelle non pas une voix, peut-être une voix d'ailleurs, encore que moi, c'est un peu toujours la même, pas forcément une voix, mais une manière de dire les choses, de lui mettre des mots dans la bouche. Il faut que ça colle avec son visage. Et ça, effectivement, ça peut changer un peu la voix, ça peut changer un peu la manière de moduler, comme Lucie le dit. Mais en tout cas, moi, je ne fais pas de travail particulier là-dessus. Le personnage arrive à l'écran et je le double. Après, si le directeur artistique me demande des choses, on fait. Si ça lui convient, je fais le film comme ça. Et puis... Merci beaucoup, Lucie, pour ta question. Et si vous voulez participer aux prochaines questions pour un internaute, la date email s'affiche juste ici. Tu as notamment fait l'accent russe plusieurs fois. Tu as perdu. Da. Tu as perdu, Stark. Tout à l'heure, j'ai eu un coach, Boris Bergman, et Boris a été là H24 avec moi. On travaillait même le texte au téléphone le soir, l'accent, puisqu'on avait... C'était, là je peux le dire maintenant, il y a prescription. On n'avait pas le droit de sortir le texte du plateau, et je le sortais quand même. Et on se retrouvait des fois avant l'enregistrement au Troquet, on bouffait ensemble, et il me faisait travailler l'accent. Le soir au téléphone, il me faisait travailler aussi, et il a été là. Il arrivait en même temps que moi, il partait en même temps que moi. Il était là tout le temps. Chaque seconde, il était avec moi, il était derrière moi. Et il me donnait la béquée. Alors c'est pour ça que je pense sincèrement que ce doublage avec accent russe n'est pas ridicule. Moi tout seul, j'aurais jamais osé faire ce truc-là. Sans coach, j'aurais refusé le rôle, c'est clair. Mickey Rourke est un acteur que tu aimes bien prêter ta voix, notamment tu l'as retrouvé dans les deux Spin City, entre autres, et Expandable. Oui, j'avais commencé à le doubler dans le film de Barbet Schroeder, Barfly, où il était vraiment prodigieux. Barbet Schroeder m'a dit qu'il a été obligé de le freiner un peu quand même. Il voulait y aller. Et puis après, oui, je l'ai doublé plusieurs fois. C'est vrai que Sin City est un film... c'est un film que j'aime pas beaucoup. Enfin, ça fait pas partie des films que j'ai envie de voir. Je l'ai vu, bien sûr. Mais c'est pas le genre de film que j'aime. Mais en tout cas, j'ai de grands souvenirs de doublage de ce film parce que c'était très difficile. Il faisait des choses très étonnantes. Mickey Rourke est un acteur prodigieux, vraiment. C'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Et dans Sin City, il a fait des choses qui sont très étonnantes et qu'il fallait vraiment rendre en français. Et il faut s'accrocher avec lui, vraiment. Tu as notamment doublé Steven Seagal dans 4-5 films, pareil pour Patrick Swayze. Patrick Swayze, j'ai dû doubler que 2 fois, je crois. Il me semble. Roadhouse, c'est un truc beaucoup plus tard. Mais Roadhouse, oui, grand souvenir. Et en plus, je trouve que ce film, pour un film d'action, moi qui ne suis pas très branché film d'action, je trouve que ce film est admirablement fait. Tu as interprété Robin des Bois dans le film des années 90, mais je crois que lors de la deuxième version, après la grève des années 90, oui. Tu as été changé, c'est ça? Oui, éjecté, oui. J'étais vivant encore, hein, pourtant. Oui. Là, j'ai l'air un peu mort, mais oui. À l'époque, j'étais très vivant. Et on m'a pas rappelé, non. Et pour ceux de notre public qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous raconter la grève, pourquoi ces fameuses grèves des années 90 en court résumé. C'est vieux. Il se trouve qu'il y avait les acteurs étaient déjà propriétaires de leur image. Et Jack Lang, qui était ministre de la Culture en 86, a sorti une loi qu'on a appelée la loi Lang pour raccourcir, qui nous faisait propriétaires de notre voix aussi. Et en 94, elle n'était toujours pas appliquée, cette loi. Ce qui fait que, par exemple,
moi, je travaillais un petit peu moins parce que Le flic dans la mafia était diffusé sur 3 chaînes différentes. J'étais multidiffusé sur d'autres trucs encore. On disait non, pas Vigné, on l'entend trop. Il y a un moment où si on ne nous paye pas l'utilisation de la voix, donc on s'est mis en grève pour que cette loi soit appliquée. On a gagné 77 jours de grève. Ça a été une grève violente, pénible, difficile. Et on a eu une victoire à la Pyrrhus, en fait. C'est-à-dire qu'on a gagné effectivement qu'on nous paye les droits d'utilisation secondaire, mais on est payé une somme dérisoire et on vend pour 30 ans ou 50 ans le truc. Et la somme est ridicule. En regard de ce qui se fait au tournage, par exemple. Et puis ça dépend aussi avec qui on travaille. Quand on fait un Disney, vendre ses droits pour 50 ans sur un film qui va fonctionner, par exemple, avec toutes les cassettes, enfin les cassettes, les DVD, les machins, c'est difficile de vendre ses droits pour 500 €. Enfin, je veux dire, c'est pas difficile, on est obligé de le faire, on ne fait pas le film, mais c'est peu. On regarde de ce que ça génère comme bénéfice pour les boîtes. Voilà. Et puis, donc voilà, la grève, la raison de la grève. Et on a été peu nombreux, mais on a été quelques-uns à se faire blacklister complètement. C'est comme pour Sauron, à chaque fois qu'on te parle de Sauron, tu es étonné alors que tu as pratiquement pas beaucoup de phrases. Bah oui, en plus, en Sauron, en plus, la voix est bricolée électroniquement derrière. Là, je vois... ça m'épate, mais après tout, pourquoi pas. Après, ça reste l'un des méchants emblématiques de la littérature de Tolkien. Oui, littérature, mais là, c'est un film. Cinématographique, oui. Oui, alors il existe, on parle beaucoup de lui, et il a 3 phrases. Voilà. Pour Disney, j'avais fait un truc qui m'avait bien plu, c'était Planes. Ça m'avait bien fait marrer. Je fais rarement de grands rôles chez Disney. Ça se trouve comme ça, et Planes, c'était très sympa et je me suis bien marré. Et est-ce que tu peux nous dire ton actualité, aussi bien c'est au théâtre ou dans le doublage? Tu as parlé de Désenchanté tout à l'heure. L'actualité au théâtre, malheureusement, le Covid en est venu à bout. Avec Boris Bergman, justement, qui avait écrit une pièce qu'on devait jouer. On avait commencé à faire des lectures, répéter, le Covid est arrivé. Et comme sa prod n'était pas encore montée, il continue de travailler dessus, mais... là, on a pris pour l'instant 2 ans et demi de retard. Presque 3, puisqu'on arrive en mars 2022. Non, 2, pardon. J'ai plus ma tête. Et voilà, donc ça, c'est un petit peu en stand-by. D'ailleurs, il faut que je l'appelle parce que je n'ai pas de nouvelles de lui et ça m'inquiète un peu. Et sinon, il n'y a pas d'actualité. Je fais 2-3 dessins animés. Il y a Désenchanté, il y a... Tom et Jerry encore. Oui, Tom et Jerry encore, je ne l'ai pas fait depuis 1 an, je crois. Il y a aussi Paradise Police, qui est un truc à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Non. Et puis on en a commencé une autre avec William. D'accord. Des séries comme Paradise Police, c'est des séries où tu prends plaisir, justement parce qu'il y a de l'action mélangée avec un peu d'absurde. C'est de l'absurde, c'est du vulgaire, du très vulgaire. Oui, c'est assez c'est marrant à faire, surtout quand on est nombreux sur le plateau, parce que les acteurs et les actrices ne sont pas forcément des gens dénués de vulgarité, et donc ça fuse beaucoup. C'est marrant à faire, D'accord. Et si tu avais un conseil pour un jeune comédien qui aimerait se lancer, ou pour un téléspectateur qui nous suit, qui souhaiterait se lancer dans le doublage, lequel tu lui donnes? Alors, 3 ans de cours de théâtre, à peu près, au minimum 5-6 ans de théâtre, et après un stage AFDAS pour apprendre le métier, et puis là il pourra faire du doublage. Je ne peux pas concevoir qu'on se dise je suis chez moi, je suis directeur commercial de telle société, et je vais faire du doublage. Non, c'est un métier. Il faut être comédien d'abord. Et comédien, ça s'apprend. Je peux pas être pâtissier du jour au lendemain, moi. C'est pas possible. Non, je suis très en colère avec ce genre non pas avec les gens qui veulent le faire, parce qu'on peut leur expliquer, mais avec toutes ces... Michel Mélas s'était amusé à
piqué sur Facebook tous les gens qui proposent des stages, des choses. Vous avez une belle voix, vous voulez devenir célèbre, inscrivez-vous à nos stages. 15 000 € la seconde. Faut arrêter les conneries, quoi. C'est des gens qui ont 20 ans, ils n'ont aucune expérience. Enfin, je veux dire, alors, contre cela, je suis très en colère, oui, bien sûr. Après, maintenant, il faut expliquer aux gens qu'on ne peut pas faire du doublage du jour au lendemain. Les gens qui ont ce talent sont très très rares. Il y en a 1 sur 50 000. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci à toi. Et restez bien jusqu'au bout, puisqu'après vous pouvez tenter votre chance pour gagner cette merveilleuse pop de Lara Croft, puisque tu as été entre autres aussi, notamment dans les jeux vidéo, le narrateur des jeux Lara Croft. Tu me l'as appris aujourd'hui. Oui. Ah. Et donc, je vous dis à tout de suite avec notre invité. Bye bye. Alors, si vous voulez gagner cette poupée, c'est une poupée, de Lara Croft et cette magnifique photo, là c'est ma tronche là. Oui. Si vous voulez gagner ces 2 trucs-là qui vont être dédicacés dans pas longtemps, il faut répondre à une question qui va vous être posée. De quelle version de Green Lantern notre invité du jour a prêté sa voix? Réponse A, John Stewart. Réponse B, Hal Jordan. Vous avez la réponse? Suivez les modalités qui s'affichent juste en dessous. Suivez. Et pour terminer, surtout n'oubliez pas la voix et la musique de l'âme. À bientôt. À bientôt.